Quartier Cocotier, au cœur même du 2e arrondissement de Libreville. Ici, les habitants depuis plusieurs mois partagent leur quotidien avec les engins et les employés de la société Socoba en charge de la réhabilitation des voiries de cette partie de la capitale. Bien, c'est une bonne chose. Vous savez qu'ici, souvent, la route là, c'était vraiment abîmée. Avec l'arrivée de Socoba, je pense que c'est une bonne chose. Ils vont arranger. Nous étions vraiment dans une situation où, pendant les pluies, vraiment, on était vraiment dans des inondations. Je crois qu'avec l'avancement des travaux, bon, on souhaite que ça ira. Le réaménagement de cette voie intègre le plan directeur national d'infrastructure. Un projet structurant dont l'impact sur le quotidien des populations et des usagers de la route ici est indéniable. S'il y a les voies, si les voies sont bien bitumées, bien faites, je pense que l'amélioration viendra au fur et à mesure. La lutte contre l'insalubrité et la précarité constituent des défis majeurs à relever ici. En dépit des difficultés quotidiennes des populations, la route dans ce quartier sous-intégré avance et l'espoir demeure pour tous. Je souhaite qu'on puisse arranger Cocotier. On dit Gabo émergent en fait. Je souhaite Cocotier émergent, c'est tout. Je serai contente, heureuse comme tout le monde. On veut les logements, on veut l'eau, on veut l'électricité, tout ça. Il faut que les choses évoluent, il faut que les choses avancent. Et honnêtement, je loue les efforts du gouvernement. Je loue ces efforts. En fait, pour tout dire, il faut que les choses puissent s'accroître dans ce sens-là. Le développement urbain de la capitale passe donc par la concrétisation de ce type d'investissement, dans le droit fil des principes de développement durable. La route avance dans la capitale gabonaise. Comme on le voit, les avancées dans ce secteur sont significatives. C'est bien, très bien. J'ai déposé un client là-bas, je suis obligé de passer comme ça. Maintenant c'est bon, il n'y a pas la boue. Maintenant c'est bien quand même. Oui. Ici au quartier Plein-Oriti, l'effort de développement depuis quelques mois a valu la construction de cette voie secondaire, bitumée et livrée avec tous ses ouvrages annexes. Un investissement déjà mis à mal par l'incivisme des populations. Non, ça c'est pas bien, c'est ça qui est mauvais. Pour galer comme ça à bord de la route là, c'est ça qui est mauvais. Normalement, c'est pas intéressant. Puis ça dérange les passages aussi beaucoup. À peine ouverte à la circulation, cette nouvelle voie secondaire, les usagers de la route la partagent désormais avec un garage particulièrement bien installé sur la chaussée, au nez et à la barbe des autorités municipales. On pense que ce genre de situation-là ne devait plus exister quand même. On doit passer à la mesure de la sanction. C'est une nouvelle génération, une nouvelle équipe dirigeante. Et je pense que pour mieux réussir, il a besoin de la sanction. Maintenant, on n'a plus besoin de regarder ça comme ça. Épaves de véhicules, déversement des huiles et des eaux usées, bref, la note de désagrément est déjà salée pour cette route à peine ouverte à la circulation. Une situation particulière d'incivisme. Ce n'est pas bon. Il faut que vous fassiez quelque chose pour faire qu'on ne garde plus les voitures en route. On ne va pas attendre que le chef de l'État se mette tout le temps sur le terrain. Il y a quand même un gouvernement. Il faut jeter un regard. Dans une capitale où les mauvaises habitudes ont tendance à s'ériger en règle d'or faute de suivi, le parc automobile de ce garagiste pourrait certainement augmenter avec le temps et la passivité des autorités compétentes. En donnant son impulsion pour la mise en œuvre de ce projet structurant, le président de la République a joué sa partition. Il revient donc à chacun des acteurs de ce processus de développement de prendre le relais des responsabilités pour la pérennité des investissements en cours et pour l'avenir du pays. Pour la 51e fois consécutive, le continent africain célèbre la journée de la femme africaine. Au Togo, les femmes de la Convention pour unir ont organisé une conférence débat pour commémorer cette journée sous le thème « Mettons fin aux violences à l'égard des femmes et de la jeune fille ». Ici, dans la salle de conférence de Césaire à Toko Séminaire, elles ont répondu présentes ces femmes
pour partager ensemble le contenu du nouveau code des personnes et de la famille. Aujourd'hui, comme c'est la journée de la femme africaine, nous avons voulu en fait toucher de plus près les femmes. C'est pour ça que nous les avons invitées ce jour à une causerie débat pour leur expliquer quels sont en fait les droits de la femme et en matière de violence faite aux femmes, comme c'est le thème de cette année, nous avons voulu un peu leur expliciter quel genre de violence il peut y avoir, que ce soit des violences physiques, morales. Et donc nous avons voulu en fait les toucher au plus près. Donc nous avons invité les populations vulnérables que sont les filles mères, les femmes veuves et les revendeuses. Donc nous avons voulu en fait toucher le cœur, la base de la population togolaise même aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles serviront de porte-parole non seulement à la Convention des femmes pour unir, mais aussi à la politique du chef de l'État en faveur de la femme. La Convention des femmes pour unir entend par ces rencontres vulgariser ce nouveau code. Et plusieurs communications sont prévues au cours de cette conférence débat. En ces dernières heures de l'atelier, des participants évaluent dans une ambiance détendue les faire et savoir-faire maîtrisés parmi le long panel d'objectifs pédagogiques assignés à cette session de formation. Ils sont 360 opérateurs économiques issus des différents secteurs d'activité à avoir bénéficié de la formation en présentation des soumissions et exécution des marchés publics. Une formation que les participants estiment enrichissante. C'est d'une grande utilité pour nous. Pouvez-nous nous ressourcer sur les manières de constituer les dossiers pour pouvoir enlever les marchés publics et aussi pour maîtriser les techniques d'élaboration de ces dossiers, de suivi et d'exécution des marchés publics. Donc c'est d'une importance très capitale pour nous. Ce que nous avons appris, c'est d'abord les sources de publication des marchés, des appels d'offres. Ensuite, comment nous devons faire pour mieux présenter nos soumissions, pour répondre à ces appels d'offres. Et dans un troisième temps, comment mieux appréhender l'exécution des marchés. Pour l'organisateur, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ces 2 semaines de formation vont aider le secteur privé togolais, à l'instar de l'administration publique, à accroître ses compétences en matière de passation des marchés publics. On a jugé très important, suite à 1 an de fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons remarqué qu'il faut outiller aussi les opérateurs économiques pour qu'ils soient plus performants dans le montage de leurs dossiers pour avoir plus de chances de gagner les marchés publics dans toute la transparence qu'il faut. Nous les avons présenté leurs droits et aussi leurs devoirs dans ce système, dans ce nouveau cadrage des marchés publics. Un atelier de formation que les participants aimeraient voir se rallonger et se rééditer plus régulièrement. Ces 2 jours, nous n'avons pas eu le temps d'aborder toutes les rubriques qui ont été inscrites à la formation et nous avons proposé donc que l'ARMP voit dans quelle mesure est-ce que pour les prochaines formations, cette durée peut être un peu rallongée. Créer un cadre de concertation entre l'ARMP, les autorités contractantes et les opérateurs économiques que nous sommes pour pouvoir mieux échanger. Ce soir, chacun des participants rentrera avec dans sa valise de nouvelles compétences acquises. Une plus-value de connaissances qui leur permettra de mieux compétir et espérer remporter les appels d'offres de la commande publique. Cette antenne qui dresse sa pointe pour piquer le ciel, c'est celle de l'ORTB et de son antenne régionale de Porto-Novo. Nous sommes au quartier Avakpa, à un carrefour où la rue pavée rejoint la route bitumée. Lieu stratégique où convergeront bientôt les populations de l'Ouémé-Plage. À part couvrir les reportages, produire des magazines de proximité et relayer les publi-reportages, publicités et communiqués du médium départemental, l'antenne de la ville capitale a une particularité. L'équipe y sera permanente. Avec l'antenne régionale ORTB de Porto-Novo, un plateau sera fait ici, dans les journaux télévisés et radiodiffusés. De plus, le statut de cette antenne évoluera. Porto-Novo, qui a une antenne régionale aujourd'hui, est appelé à devenir station régionale. En plus, l'idée d'implantation d'antennes ou de stations régionales est soutenue au plus haut niveau. L'ouverture de l'antenne de Porto-Novo entre dans une vision globale du gouvernement en général et de celle du chef de l'État, le président Boni Yaya en particulier, qui a décidé depuis quelque temps de restituer à Porto-Novo
la ville octroie ses attributs de capital politique. Mais l'expression usuellement utilisée pour désigner Porto-Novo appelle une mise au point municipale. Porto-Novo, capitale administrative et politique. Il faudrait que ça soit corrigé même par les journalistes qui vont émettre à partir de Porto-Novo. Porto-Novo est la capitale du Bénin, tout court. Mieux, cette antenne porto-novienne vient changer un choix communal communicationnel. Pour des raisons de conditions d'accès, nous ne mettons plus l'OETB dans notre plan de communication à la mairie de Porto-Novo. Ceci est corrigé à partir d'aujourd'hui. Au finish, le souhait préfectoral et l'espoir ministériel ouvrent largement une porte nouvelle à Porto-Novo. Notre souhait est que les délais de passage du statut d'antenne au statut de station soient le plus court possible, Monsieur le Directeur Général. J'ai espoir que cette antenne grandira et qu'elle sera effectivement une station très prochainement. C'est sur ces mots donc que je déclare au nom du ministre empêché ouverte l'antenne régionale de l'OETB à Porto-Novo. Coupure symbolique de ruban, interview au plateau en direct, activité symbolique pour, sans aucun doute, la directrice d'antenne. En tout cas, Carmen Toudonou, alias la mystérieuse, sera bientôt fixée sur le mystère de son équipe régionale. Ce qui est sûr, comme Adjache Onibadje, Ogbonu Managbele, Porto-Novo ne pourrira pas, l'OETB ne trébuchera pas dans la capitale. Et ça, c'est capital. Pour une meilleure gouvernance économique, budgétaire et sociale au Bénin, c'est l'enjeu de cet atelier de formation initié par la Centrale des syndicats autonomes du Bénin à l'intention de ses affiliés. En effet, la démocratie participative fait appel au pouvoir de négocier sur les affaires politiques, sociales et économiques avec des structures comme des partis politiques, les syndicats, les médias et la société civile. Ces organisations constituent, de notre avis, des contrepoids nécessaires et importants dans un système véritablement démocratique. Donc les médias ou les syndicats ne jouent pas leur rôle dans ce cas. En chantant la chanson de pouvoir en place, perdent un peu leur crédibilité devant les citoyens et aussi devant les travailleurs. Il s'agit donc d'amener les participants à cet atelier de formation à prendre conscience de leur rôle de baromètre de la démocratie en dénonçant les faits de malgouvernance pour l'avènement d'une démocratie digne de ce nom. Le thème de ce séminaire de formation qui porte sur réussir une participation démocratique des travailleurs pour une meilleure gouvernance économique, budgétaire et sociale du Bénin vient manifestement à point nommé et interpelle notre conscience collective par rapport à la gestion démocratique des sociétés ou entreprises dont les nominations des directeurs sont souvent basées sur le clientélisme politique partisan, l'incompétence, le népotisme et le régionalisme au mépris des critères objectifs d'éthique, de morale et de capacité managériale. La multiplication de ces genres d'ateliers par la CSA Bénin matérialise son souci d'assurer une veille citoyenne efficace face à la montée exponentielle des faits de malgouvernance et de corruption endémique avec son corollaire, l'impunité qui règne au Bénin. Dadaï Dombélé, il y a une dizaine de jours, criait à la face du monde son mal et son envie de retourner à l'école. Il avait le flanc droit ouvert et les intestins au vent depuis plus d'1 an. Un cri entendu, le jeune garçon vient de subir avec succès une intervention chirurgicale. Cet enfant a eu une complication de la fièvre typhoïde. C'est ça. La fièvre typhoïde, c'est une pathologie médicale. Dans notre milieu, il arrive que les enfants arrivent très tard au stade de complications, et une des complications les plus importantes, c'est la perforation de l'intestin, et c'est ce que cet enfant-là a eu. L'intervention aura duré 7 heures et les signes annonciateurs d'une guérison se présentent déjà. Dans une semaine, Dadaï sort de clinique. S'il prend son transit aujourd'hui, on va le faire manger, puis le surveiller, comment il va réagir à la nourriture, et puis dans les 3 jours qui suivent, il pourra sortir. Ce mercredi matin, Dr Raymond Boudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, lui porte le message de l'État. Je suis venu te dire que mamie Dominique Ouattara et papy Alassane
m'ont dit de venir te voir pour savoir si ça va bien et te dire que dès que tu es prêt, tu pourras reprendre l'école immédiatement. D'accord? Hein? T'es content? Ah ben voilà, le sourire. Ah ouais. Le soutien du gouvernement ne va pas se limiter à cette prise en charge médicale, a laissé entendre la ministre de la Santé. Il était stigmatisé par ses petits camarades. Aujourd'hui, c'est terminé. En liaison avec la ministre de l'Éducation nationale, elle va le prendre en charge aussitôt, dès qu'il est sur pied. Et puis les choses vont continuer. Les médecins vont continuer de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit vraiment en pleine forme et puis reprendre l'école normalement. Repartir à l'école normalement et devenir médecin plus tard, un vœu cher à Dadaï, sans doute pour sauver des vies, comme la sienne vient d'être sauvée. Cérémonie officielle de baptême de la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan ce mercredi. La promotion forte de 871 diplômés choisit de porter le nom du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume. Elle est composée de professeurs, d'inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, de conseillers pédagogiques et d'éducateurs. Nous allons apporter notre savoir-faire, notre savoir-être, les mettre à la disposition de l'école ivoirienne pour qu'elle puisse normalement redorer le blason et revêtir ses lettres de noblesse. Une opportunité pour le directeur général de l'INS d'afficher les ambitions de ce temple de la pédagogie. Notre ambition est de faire de cet établissement d'enseignement supérieur un pôle d'excellence sous-régional dans la mesure où l'ENS est la seule école normale supérieure francophone aujourd'hui à former des agrégés de lycée. Représentant le parrain de cette 49e promotion de l'ENS, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, s'est adressé aux nouveaux encadreurs en des thèmes d'exhortation. Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables, comme la corruption, la paresse et le favoritisme, qui sont autant d'handicaps sur le chemin du développement de toute carrière d'enseignant et éducateur. Hommage a été rendu à l'occasion à la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour les travaux de réhabilitation des locaux de l'institution. L'INS a formé depuis sa création en 1964 plus de 27 000 cadres du système éducatif. Après 3 jours de dur labeur, ces étudiants qui ont choisi l'option B ont l'espoir de réussir ce second examen officiel. Pour la majorité, comme les matières littéraires, surtout l'anglais, sont leur bête noire, ils ont opté pour cette seconde option. Outre la différence des matières traitées par les candidats, les coefficients varient selon l'option. Pour le cas du lycée moderne d'Abeflou, où nous avons effectué ce reportage aujourd'hui, 922 sur 3050 candidats ont choisi l'option B. L'examen se terminera demain pour ceux de l'option A. Les musulmans détenus à la maison centrale d'Antanmour ont reçu légumineuses, huile, sucre et savon de leurs frères musulmans du mosquée d'Ambatonakang. Ils sont plus de 70 à être incarcérés ici, prévenus et condamnés confondus. À l'occasion du mois de Ramadan, les musulmans pratiquent beaucoup d'œuvres de charité vis-à-vis des fidèles, mais aussi d'autres membres de la société, comme indiqué dans le Coran selon Jean-Nicolas Radjianassoul, un fidèle du mosquée d'Ambatonakang. La prison n'est qu'un passage et un lieu de correction, explique-t-il, et les détenus ont besoin de l'aide de bienfaiteurs pour ne pas être découragés. Cette journée baptisée Hôpital Propre est à l'initiative d'une vingtaine de jeunes de l'association Yes We Can à l'occasion de la célébration de la journée Mandela aux Comores. Plusieurs autorités politiques, notamment le tout nouveau patron de la santé, le vice-président Fouad Mouadji, et personnel de l'hôpital se sont mobilisés pour rendre propre l'hôpital de référence au bénéfice des occupants et patients. Le vice-président Fouad Mouadji exprime sa reconnaissance à l'égard de Nelson Mandela. C'est un travail, dirais-je, d'hygiène, comme on est dans le domaine de la santé. Mais l'important de tout ça, c'est de faire comprendre que Mandela n'a pas été seulement le libérateur de son pays,
mais il est resté un exemple dans la vie politique pour avoir été non seulement le libérateur de ce pays qui a connu l'apartheid et la ségrégation raciale, mais surtout sa façon de gérer. Après la fin de son mandat, il a compris qu'il faut se mettre à côté et laisser les autres prendre les responsabilités. Mais cette initiative est devenue un exemple dans la démocratie de ce monde contemporain. Et je pense que les pays occidentaux, qui souvent cherchent à nous enseigner cette démocratie, ont eu à apprendre par ce geste qui, quant à moi, reste l'exemple le plus frappant de la vie politique de Mandela. Le directeur général de l'hôpital El Marouf s'est déclaré satisfait de l'initiative prise par les jeunes de l'association Yes We Can. J'ai salué la démarche des jeunes de Yes We Can. Et puis, on a partagé ce moment. On est venu juste pour organiser une journée propre à l'hôpital. Et nous, on s'est mobilisé ici à l'hôpital depuis 2 jours pour que cette action puisse prendre l'ampleur qu'il mérite. Et de là à dire que d'une part, c'est une action qui m'intéresse individuellement parce que c'est l'hôpital, mais d'autre part, en étant directeur général d'El Marouf, je me suis fait un plan de travail dont l'hygiène hospitalière en est un des objectifs. À la fin de cette opération, l'hôpital propre, le vice-président en charge de la santé Fouad Mouadji et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Comores, Oulam Hussein Asmal, ont procédé à la distribution des draps et des objets de toutes sortes à des enfants qui étaient depuis fort longtemps dans le besoin. Cette rupture collective du jeûne n'est pas la première du genre au sein de cette zaouïa. Elle a lieu chaque année à l'occasion du mois sacré du Ramadan. L'objectif est de renforcer la communion, le partage et le rapprochement entre les membres des confréries. Cette rupture collective a été initiée par les responsables de la confrérie Chadeli, soutenue par les autres confréries. Tout le monde peut y contribuer ou pas. Selon les organisateurs, toutes les contributions de quelque nature qu'elles soient sont les bienvenues. La cérémonie s'est achevée par la prière collective du Taraweh. Les participants ont saisi cette occasion pour implorer la bénédiction de Dieu pour le pays. C'est aux alentours de 14 h que cet accident s'est produit au bâtiment du CEB situé dans l'enceinte des casernes centrales et qui abrite des transformateurs. Un des transformateurs aurait explosé, causant ainsi la mort de Souriadev Jutun, 36 ans, ingénieur du Central Electricity Board. Le Premier ministre par intérim, qui se trouvait alors à Valépito, a été informé de cet accident. C'est terrible, hein? Il y a l'information que vous gagnez, il y a 2 travailleurs qui peuvent travailler dans un transformateur à l'intérieur des casernes, mais à peine chose CEB ça. Et un fin malheureusement carbonisé, et l'autre à l'hôpital. Là pour établir les circonstances qui finissent arriver, qui sont capables d'éviter les responsabilités et tout. Le premier souci là, c'est qu'il y a un coup victime, et la famille et les parents. La police, les pompiers se mobilisent. Le Premier ministre par intérim et ministre de l'Énergie, le docteur Rachid Bibi John, le ministre Abou Kassenali, le président du CEB sont aussi sur place. Faute le réseau de 22 kV, 22 000 volts, dans la station ici, dans Caserne Centrale, dans la sous-station de CEB, nous finissons un disjoncteur qui n'a fauté et nous constatons, comment on peut dire, l'enquête peut déroule toujours, qui nous fait un ingénieur qui est électrocuté. Et nous aussi, nous avons l'équipe d'ingénieurs et l'équipe de safety là, les prématurés à ce stade-là pour connaître la cause de sa cas d'accident. Là, nous comprenons l'un barax, il y a un bâtiment qui pousse CEB, quand il y a un générateur dedans. Il y a une explosion arrivée là-bas, quand il y a un djimoun blessé, un djimoun décédé. Et toutes les unités spécialisées de la police régulière, le CID, sur le lieu pour débuter l'enquête là.
Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital. Richard Martin est conduit à l'hôpital Djitou. Le Premier ministre par intérim et le ministre Abou Kassenali se sont enquis de l'état de santé du blessé. Dikshin Sekou, l'autre blessé de cet accident, a lui été conduit au service des grands brûlés à l'hôpital Victoria à Kandos. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Parallèlement, la direction du CEB a aussi ouvert une enquête. Passer d'un pays à moyen revenu à un pays à revenu élevé, les autorités mauriciennes se donnent 10 ans pour réussir cette transition et le processus a déjà été initié. Ce matin, des hauts cadres du gouvernement et du secteur privé ont eu une rencontre de travail avec des représentants de la Banque africaine de développement. Maurice souhaite dans un premier temps renforcer des secteurs clés tels l'infrastructure ou encore l'éducation, tout cela avec l'aide de la BAD. L'éducation, c'est la clé. Non seulement pour la réussite personnelle, mais pour la réussite de bon pays qui est bien éduqué et une main-d'œuvre qui est capable d'appliquer sa réussite à apprendre, innover, productif. C'est ça la clé pour le 21e siècle. Donc nous devons investir beaucoup dans l'amélioration du système d'éducation à des bénéfices pour nous. La BAD a pour principale mission d'aider à améliorer le niveau de vie sur le continent africain. Elle estime que Maurice dispose des atouts nécessaires pour réussir cette transition. La Banque africaine de développement souhaite notamment accompagner Maurice en termes d'expertise technique. The government believes that it can do it, so it has established the roadmap to reach there. Le gouvernement pense qu'il peut le faire. Il a déjà établi une feuille de route pour y parvenir. Ce pays a la discipline, la démocratie, la main-d'œuvre, le leadership. Et Maurice est parmi les meilleurs pays dans plusieurs indicateurs. Donc le gouvernement y croit et notre rôle est d'accompagner l'État à atteindre cet objectif. Les intervenants à cet atelier ont aussi parlé de l'importance du partenariat entre le secteur public et le privé. Ce séminaire a aussi permis à l'Africa Development Bank Group de dévoiler sa stratégie pour la période 2013-2022. Dans le cadre de ces échanges approfondis engagés au mois de mai dernier avec les différents partenaires économiques et sociaux, le président du Conseil économique et social, Paul Biya-Rumba, vient de rencontrer les associations et organisations non gouvernementales représentées au sein du CES. Quatrième force dans ce conseil, la société civile est assez bien représentée à l'intérieur de la 3e assemblée du pays et a un rôle particulier à jouer en tant qu'une composante extrêmement importante qui a voix au chapitre concernant les questions de développement. Vers d'autres horizons, la société civile mène des actions fortes. Au Gabon, Paul Biya-Rumba note un nombre considérable d'associations, mais le président du CES ne sent pas le courant de propositions en provenance de celle-ci, dû très certainement à une insuffisance de contact, d'où cette perche tendue afin de donner une autre image du CES qui est une mine de réflexion regroupant les hommes et les femmes venant des secteurs multiples et qui vivent les problèmes de la société sur le terrain. Je voudrais qu'ensemble, nous fassions fonctionner cette institution au grand bien du pays, de notre pays, au grand bien de nous tous ici, les Gabonaises et les Gabonais. Parce que si cette institution existe depuis maintenant 54 ans, c'est la plus vieille du pays, c'est qu'elle a son utilité. Maintenant, il faut que cette utilité soit avérée. Il faut en plus qu'elle soit crédible. Et cette utilité et cette crédibilité, elle doit être le fruit de l'effort de chacun d'entre nous. Les différents intervenants ont affirmé leur ferme volonté à participer en aidant ce grand laboratoire que constitue le CES à résoudre les écueils qui se dressent sur leur chemin. Que c'est un laboratoire d'idées et évidemment, bien qu'étant représenté, il est important que à un moment donné, les représentants fassent effectivement le feedback entre ce qui est dit au Conseil et puis la base. Donc, c'était un petit peu l'objet de nos retrouvailles aujourd'hui. Le président a insisté sur le fait que nous étions tous, mais réellement partie prenante en termes
d'idées, parce que évidemment, et c'est ce sur quoi j'ai mis l'accent, c'est le fondamental, hein, qu'on le veuille ou non, la société ne peut pas se développer si les membres n'y prennent pas part. La rencontre de ce matin a été très bénéfique, les échanges ont été très enrichissantes, donc nous pensons que si le président du Conseil actuel continue avec cette voie, nous avons quand même confiance qu'on peut changer beaucoup de choses dans notre société. Faire fonctionner cette institution pour le plus grand bien du pays, c'est l'objectif principal que veut atteindre le président du Conseil économique et social. Pour terminer, un groupe de travail restreint a été mis en place. Celui-ci est censé formuler des propositions de partenariat au bureau du Conseil. Les plus se font rares. Les braves producteurs s'inquiètent. Les responsables en charge de l'agriculture encore plus. Parakou. Pour faire de Dame Nature complice pour la réussite de la campagne agricole en cours, l'on se tourne vers Allah. Et cette année, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, on a eu beaucoup de progrès en matière de mise en place des intrants. Et la seule chose qui fait défaut actuellement, c'est la pluie. Et donc c'est pour ça que le DG Sonapra a demandé d'organiser des prières dans tout le pays, à travers toutes les confessions religieuses, pour que Dieu le Tout-Puissant nous aide, nous accompagne en nous donnant, n'est-ce pas, les pluies en quantité suffisante, ce qu'il nous faut pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une bonne récolte. Il n'y a rien de plus fort que le Tout-Puissant. Donc, on se confie à Dieu, donc c'est lui, c'est le Tout-Puissant qui va nous aider pour régler la situation. La mosquée centrale de Yebouberi fait le plein pour mieux élever les voix vers le miséricordieux. C'est une bonne idée qu'ils ont fait sortir, qu'on attendait depuis, parce que par rapport à la réalité des pluies et l'initiative que le DG de la Sonapra, DG Bako, et les agents de la Sonapra, ensemble, que soit le ministre et le gouvernement ont pris, c'est une bonne initiative. Nous, on a fait la prière, on attend le bon Dieu. Par la grâce de ce mois, ça va venir la prière bientôt. L'on espère voir les pluies salvatrices arroser le sol. Et c'est alors que le verset 186 de la sourate 2 s'accomplira. Citation. Si mes serviteurs s'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Rachid Badamassi entre à l'université de Parakou, tel un roi de retour d'un long voyage. Les étudiants du campus de Parakou reçoivent leur bienfaiteur et il vient effectivement les bras chargés. Une fourgonnette, des équipements sportifs et des ustensiles de cuisine. Rachid Badamassi n'en est pas à son premier geste. Entre novembre 2009 et janvier 2010, l'honorable vient de boucler exactement 10 280 000 francs de financement dans l'enceinte de l'université de Parakou. N'est-ce pas du pragmatisme? Beaucoup de réalisations sont donc à l'actif de l'hôte du jour. L'avalanche de témoignages des responsables d'associations estudiantines et des autorités à divers niveaux en dit long. L'honorable Badamassi a compris qu'en dehors des études, nous devons nous amuser. En votre nom et au nom de la communauté universitaire tout entière, je tiens à lui dire merci. Puisqu'on nous confie des choses, nous avons le devoir de bien les entretenir. Parce que si demain, cette fourgonnette, ces matériels disparaissent, nous n'aurons pas le courage de regarder l'honorable en face. Instant de reconnaissance, de réjouissance, mais également occasion de sages conseils. Pour le donateur, l'université de Parakou peut toujours compter sur sa largesse, mais il pose une condition. Chers honorables étudiants, vos actions et comportements doivent s'inscrire en priorité dans la bonne conduite de votre cursus universitaire. C'est pourquoi je nous exhorte en toutes circonstances au respect du bien public, au respect scrupuleux des règlements pédagogiques. Au campus de Parakou, Rachid Badamassi se retrouve en famille.
Dans un proche avenir, l'élu de la 8e circonscription électorale va construire dans cette université un amphithéâtre qui portera son nom. Le développement socio-économique de Hitsa est tributaire de la diaspora qui travaille de concert avec les associations de cette localité. Un des membres de la fédération, en la personne de Ahmed Oussoufa, a indiqué que c'est grâce à ce partenariat que de nombreuses réalisations ont été faites. L'objectif de ces associations, ou bien de cette association, c'est de développer le village, donc le village de Hitsa. Donc, jusqu'alors, on a plusieurs réalisations faites par l'association. Parmi les réalisations, il y a la construction et le réaménagement de notre école, ainsi les places publiques, ainsi les routes secondaires qui entourent notre village. Tout ça est financé par le diaspora de notre village. C'est grâce à ce partenariat que le village de Hitsa a vu son école primaire réaménagée et ses ruelles réhabilitées. La fédération a placé le développement socio-économique de Hitsa au centre de ses priorités. Les consommateurs utilisant les bonbonnes jaunes de gaz ménager ont éprouvé quelques difficultés ces derniers jours à s'approvisionner. La raison évoquée par le fournisseur, un retard dans la réception des valves de remplacement. Cet exercice se fait chaque 5 ans par mesure de sécurité. Ce retard a perturbé la distribution de la bouteille jaune depuis 2 semaines déjà. Quand je viens de bouteille jaune, je n'ai pas fini de gagner. Alors pour pallier à ça, solution qu'ils mettent en place, nous avons des gens qui viennent avec une bouteille jaune vide. Quand un revendeur, il gagne le droit, donne sa bouteille jaune vide, il prend une bouteille rouge qui plein à la place et nous donne lui un régulateur de la bouteille rouge en cadeau. Et on a dit, oui, une bouteille, je t'attache avec bouteille qui sont habituée, je capable de quand la situation se rétablira. Et justement, quand vous pensez situation vous pensez quelques jours encore. Cet échange de la bouteille jaune contre une bouteille rouge se fait graduellement. Les consommateurs s'y adaptent. Depuis une semaine, je peux gaz jaune, mais je ne peux pas gagner. Mais je suis au feeling est moi qui est capable de moi une bonbonne rouge avec ce régulateur en cadeau. Mais pour moi, je pense que c'est pour bon. Je suis capable de servir ça, mais je n'ai pas besoin de rester l'autre régulateur. Je n'ai plus de gaz, chez moi. Donc là, on amène un gaz jaune ou un gaz rouge? Un gaz rouge, oui. Est-ce que le client connaît qu'il peut un gaz rouge à la place de jaune? Ça va le problème, on fait téléphoner. Donc là, il faut se régulateur aussi? Exactement. Le service jaune, la papa gagne jaune, elle a une détonatement, elle a une diamant en gaz rouge. Elle a une de ma gaz rouge, après la ligne de ma régulateur tout. Des régulateurs ont été distribués aux 800 revendeurs à travers l'île. Plus de 5000 régulateurs et bouteilles ont déjà été remplacés. Au commencement, je peux demander qui fait papa y a un gaz jaune. Un demande qui nous il y a communiqué qui gaz jaune peut ramasser. Je vais un gaz jaune, le gaz rouge. Oui, ok. Une chance, aucune difficulté nous là. On trouve un rack tout plein en gaz rouge. À Auchan passé, mais fini changer. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été alerté. Des officiers de la Consumer Protection Unit font des inspections dans les différents points de vente. Le ministre Saïd Hossein surveille de près la situation. Nous restons en contact avec Total. Et Mohamed dit avec Total qui nous extrêmement mécontents de la manière qu'ils ont gérer cette situation-là. Il faut faire un appel là à un consommateur qui fait face à encore ce problème-là. Téléphone Consumer Protection Unit. Prends contact avec Consumer Protection Unit, mettez-nous au courant de l'endroit côté là, ça va un problème là, et nous bouguetter, qui est une action qui nous a pour prendre, et si nous sommes capables même de sévir contre la manière de faire de certaines revendeurs, ou même de Total, mais nous avons une décision que nous prenons. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de bouteilles de gaz ménagées sur le marché mauricien. La moitié provient de la compagnie Total Mauritius. La première étape d'enrôlement des citoyens gabonais âgés de 18 ans et plus a été amorcée. Ici, à la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville, l'un des centres de collecte de données biométriques, le démarrage de l'enrôlement
est bel et bien effectif. Monsieur Benjamin Touka, et voilà, je suis agent enrôleur. Quand un enrôlé, bien sûr, se présente devant moi, je dois bien sûr saisir des infos qui concernent la personne elle-même. C'est-à-dire d'abord l'acte de naissance, ok? Donc le nom, le père, ainsi de suite, l'adresse postale, voilà. La photo d'abord, la photo, ça se prend à partir de cet appareil-là. Il y a les empreintes, vous voyez. Donc les empreintes, bien sûr, c'est à partir de cet appareil-là. Ok. Donc la personne, bien sûr, met ses doigts-là. Après, il faut passer à l'étape de la signature. Voilà, ça se fait à partir d'ici. C'est le récépissé, en fait. C'est ce récépissé, justement, qui permet justement de revenir tôt ou tard, bien sûr, pour prendre sa carte d'électeur le mois venu. C'est un devoir civique. C'est pourquoi je suis venu remplir un devoir civique. Et j'espère que beaucoup de mes compatriotes vont faire la même chose. J'encourage tous ceux qui ne sont pas encore venus de venir se faire enrôler. Il ne faut pas que les gens puissent attendre quand il y aura bousculade. Il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a que les nouveaux hommes, n'est-ce pas? Quand les choses avancent dans le bon sens, il faut les apprécier. C'est pour ça que je suis ici. Il faut noter que ce centre est l'exception. Car sur 4 centres visités en ce jour, où démarre le processus d'enrôlement biométrique, plusieurs ne sont pas encore opérationnels. C'est le cas ici, à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville, où les agents enrôleurs ne disposent pas encore de local proprement dit. À l'école publique Martinou-Labou, autre centre de collecte de données biométriques, le dispositif est installé dans une salle dont la porte reste close, malgré la présence de quelques agents enrôleurs. À la case d'écoute de derrière la prison, c'est le matériel qui fait défaut. Il nous a demandé d'être ici depuis le matin. On attend. Les gens passent. Mais on n'a pas encore le matériel sur le lieu, sur le site. Ouais. Mais nous attendons. Pour cette première journée, les populations n'étaient pas nombreuses à se rendre dans les centres de collecte. À noter enfin que le processus d'enrôlement biométrique devrait favoriser la production d'une liste électorale sécurisée. L'enrôlement du citoyen s'effectue dans le centre le plus proche de son lieu de vote habituel. Toute personne tentant de se faire enrôler plusieurs fois sera passible de poursuites pénales. Des moments exceptionnels à la présidence de la République du Tchad. Ici, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a voulu montrer la diversité de ses cibles en matière de décoration et la vitalité de son fonctionnement. Par cet acte, le CAMES consacre de fait que l'enseignement supérieur, comme l'exige le système LMD, n'est pas une question qui relève seulement des seuls spécialistes ou professionnels de l'enseignement et de la recherche, mais trouve toute sa pertinence et bâtit le nid de son excellence en suscitant le croisement des regards des politiques, des enseignants-chercheurs et de la société civile. Notre démarche de ce jour, en application de la résolution qui élève votre Excellence à la dignité suprême de Grande Croix, nous donne donc l'occasion de reconnaître la pertinence et l'ampleur de votre action, de participer à la rendre visible sur la scène internationale. Nous vous remercions, vous félicitant et encourageant avec déférence dans cette dynamique. Pour les observateurs de la vie nationale tchadienne, cette décoration n'est pas surprenante au regard de votre vision de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui intègre d'ailleurs ce portefeuille régalien parmi les ministères prioritaires en vue que le Tchad devienne émergent aux horizons 2025. Nous vous élevons à la dignité suprême de Grande Croix de l'Ordre international des femmes académiques du CAMES. L'Afrique doit maintenant imaginer une éducation qui pourra amener les jeunes à se responsabiliser, à se prendre en charge, à aimer le travail. Pour féliciter l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Le travail accompli en faveur de l'émergence de cette élite africaine
et leur demander de se mettre en synergie avec l'humilité qui caractérise celui qui élève son esprit au service de la renaissance de l'Afrique. Dans ce contexte, que le secrétaire général du CAMES, qu'un élément particulier de votre propos m'interpelle. La tenue prochaine de la table ronde des partenaires techniques et financiers pressentie pour permettre au CAMES de doper ses énergies en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique. Le CAMES vit une ère transitoire, bien que déjà jalonné de succès, et nous osons croire en un avenir éclatant, tel que l'augure l'issue de la 30e session ministérielle qui aura validé le plan stratégique du développement de notre organisation commune. Le CAMES partage donc ses convictions fortes du président Idriss Déby Itno et les a pris en compte dans sa démarche de renforcement du savoir. Le savoir-faire de l'institution au profit de la renaissance et de l'émergence des économies des 19 États membres du CAMES. Son Excellence Idriss Déby Itno a rejoint sur la liste Blaise Compaoré, Alassane Dramane Ouattara et Ali Bongo Ondimba, chefs d'État décorés au cours de ces 2 dernières années dans l'ordre international des palmes académiques CAMES pour les actions respectives posées en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Canal Bissou Naval-Épito, les travaux sont complétés à 80%. Ils ont pour objectif de faciliter l'évacuation d'eau de pluie. Mais il y a aussi des travaux de rehaussement des infrastructures de la CWA. Le coût total de ces travaux s'élève à 32 millions de roupies. Le Premier ministre par intérim, le Dr Rachid Bibi John, et le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Anil Béchou, se sont rendus sur les lieux pour faire un constat de l'évolution des travaux. Nous restons à Val-d'Épito, nous sommes à boulevard Hugon. Ici, les drains étaient complètement obstrués. Des travaux ont été entrepris pour remédier à la situation et ce, à la satisfaction des habitants. Là, on pense à un grand soulagement pour les habitants qui ne finit sur mon accès là. Autre projet de réhabilitation, celui de Canal Kitchery. Un projet au coût de 10 millions de roupies. Le docteur Rachid Bibi John et Anil Béchou se disent satisfaits de l'évolution des travaux. Quand il y a une grande inondation, ça c'était une région qui est bien affectée. Il y a une instruction avec le Premier ministre qui land drainage, nous avons besoin de mettre partout. Quand il y a une accumulation de l'eau, quand il y a beaucoup de problèmes, les habitants qui gagnent, mais nous commençons dans cette région-là même. Oui, ça peut améliorer la situation. Non seulement ça, mais en termes de grosses pluies, mais aussi la qualité de la vie aussi. Qui au-delà draine mieux, qui a moins de pollution, il y a moins de stagnation. Mais à ce là nous avons fait une campagne aussi. Quand nous finissons les travaux là, que les habitants passent ça comme un dépotoir. Des travaux sont également en cours pour la réhabilitation du terrain de foot de Tongbar et aussi pour la construction d'un nouveau terrain de football dans la région.